Bon, si on se plonge en plein mois d'août 1952, il fait une chaleur étouffante. C'est la canicule classique en Provence. Ouais. Exactement. Et là, on a une famille de riches touristes britanniques, le genre à pouvoir s'offrir les plus grands palaces de la Côte d'Azur sans problème. Les Drummond. C'est ça. Ils sont en vacances, tout est parfait, mais en pleine nuit, ils prennent une décision complètement inconcevable. Ouais, un choix qui défie vraiment toute logique. Bah oui, ils décident de garer leur belle voiture anglaise et de camper littéralement à même le sol sur le bord poussiéreux d'une route nationale. La fameuse Nationale 96. Voilà, à quelques pas d'une ferme isolée, c'est absurde pour une famille de ce standing, niveau confort ou même sécurité. C'est clair. On passe d'un coup de l'insouciance des vacances d'estival à un véritable huis clos terrifiant, mais en plein air. Et c'est précisément ce choix irrationnel qui va déclencher la plus grande énigme criminelle française du XXe siècle, l'affaire Dominici. Et le but de notre plongée aujourd'hui, c'est vraiment de confronter une montagne d'archives pour essayer de comprendre comment l'irrationnel a pu prendre le dessus. Parce qu'on a des sources incroyables pour cette exploration. Des rapports de gendarmerie d'époque, les notes intimes de l'avocat de la défense, maître Pierre Charrier. Ouais, et même les chroniques judiciaires de l'écrivain Jean Giono, jusqu'à la contre-enquête moderne du journaliste William Raymond. C'est fou, parce que dès qu'on gratte un peu ce dossier, on se rend compte que c'est pas juste un fait divers sordide, quoi. Non, c'est une collision totale entre deux mondes. Exactement. D'un côté, on a cette France rurale d'après-guerre, très silencieuse, très fermée, et de l'autre, l'État centralisé qui débarque. Avec en toile de fond le spectre de l'erreur judiciaire absolue, et ce qui est dingue, l'ombre paranoïaque de la guerre froide. C'est une atmosphère super poisseuse, digne d'un vrai film noir. Donc, plantons le décor, on est dans les Basses-Alpes, près du village de Lurs. Ouais, ce qu'on appelle aujourd'hui les Alpes d'Haute-Provence. Voilà. Nuit du 4 au 5 août 1952. La famille, c'est Sir Jacques Drummond, un professeur de biochimie super respecté, sa femme Lady Anne et leur petite fille de 10 ans, Elisabeth. Ils s'installent donc près de cette ferme, la Grande Terre. Et au petit matin, vers 6 heures, il y a un ouvrier d'usine à vélo qui se fait arrêter par un jeune homme complètement paniqué. Gustave Dominici, le fils de la ferme voisine. C'est ça. Et Gustave lui montre la rivière en contrebas et lâche qu'il y a des cadavres. Et quand la gendarmerie arrive, la scène est juste. C'est une anomalie totale. Ouais, sans entrer dans le macabre parce qu'on garde un respect absolu pour les victimes, la disposition des corps raconte une histoire de chaos complet, quoi. Tout à fait. La voiture, une Hillman verte, a les portières grandes ouvertes. La mère est retrouvée juste à côté. Et le pelle a visiblement été abattu pendant qu'il essayait de fuir de l'autre côté de la route. Le plus terrible, c'est la petite fille. Ah, c'est déchirant. Elle a couru dans la nuit vers le pont de la voie ferrée avant d'être rattrapée. Ouais. Et sur le campement, il reste juste les vestiges de leurs vacances. Des chaises pliantes, une lampe renversée. Et ce carnet d'écolier avec écrit Summer Holiday dessus, ça donne des frissons. Surtout quand on analyse le mobile. Parce que froidement, il n'y a rien qui explique ça. Bah non, il manque rien en fait. Exactement. Les passeports sont là, l'argent, les objets de valeur sont intacts. Ce qui est dingue pour 1952, on est après la guerre, c'est la période des restrictions. Un crime pour voler des devises, ça aurait été l'explication la plus logique. C'est ça. Et il n'y a aucune agression sexuelle non plus. Du coup, ça donne vraiment l'impression d'une éruption de violence purement bestiale, sans aucune logique. D'autant que l'expertise balistique montre que l'arme est une vieille carabine américaine de 1944. Ouais, un truc complètement rafistolé, avec des bouts de bois. C'est pas du tout l'arme d'un tueur à gages ou d'un pro. C'est une arme de fortune. Tout transpire l'acte spontané et la précipitation. Du coup, avec une arme pareille, les flics regardent immédiatement autour d'eux. Vers le monde paysan, oui. Et les projecteurs se braquent direct sur la ferme de la Grand-Terre. Mais là, et c'est ça qui est consternant dans nos sources, avant même d'interroger qui que ce soit, la police va commettre l'irréparable. Oh là là. Le traitement de la scène de crime, c'est un cas d'école de ce qu'il ne faut absolument jamais faire. C'est hallucinant. On a littéralement l'impression qu'un bulldozer a roulé sur la scène avant que les enquêteurs fassent leur boulot. Faut dire qu'on est en août, donc les effectifs de police sont décimés par les congés. Ouais, la gendarmerie locale est sous l'eau. Le fameux commissaire Edmond Sébeil, qui arrive de Marseille, ne débarque que super tard dans l'après-midi. Et entre-temps, c'est la foire. C'est devenu une place de marché, quoi. Des dizaines de personnes piétinent le site, quoi. Les journalistes, les curieux des villages d'à côté et même la famille Dominici.
Il circule au milieu des corps, Tim vers une morgue de fortune. Ce qui détruit toutes les données médico-légales sur l'heure exacte ou la position des décès. C'est un saccage en règle de la vérité matérielle. C'est presque la naissance du cirque médiatique moderne autour de crimes, tu vois. Le voyeurisme détruit l'enquête elle-même. Totalement. Et vu qu'ils n'ont plus aucune preuve scientifique, Sebeyer est obligé de changer de stratégie. Il n'a pas le choix. Il doit passer à une approche purement psychologique. Il doit s'attaquer au clan Dominici en espérant les faire craquer. Sauf que ce clan, c'est une vraie forteresse. Dirigé par Gaston Dominici. Voilà, le patriarche, 75 ans, la moustache embâchante, qui dirige sa famille de 28 personnes d'une main de fer. Et leur version était unanime. Cette nuit-là, ils n'ont rien vu, rien entendu. Ce qui est impossible, hein. Les tirs étaient à 150 mètres de la ferme. Ils justifient ça en disant qu'ils ont entendu des tirs lointains, mais qu'ils pensaient que c'était des braconniers. Ouais, et ils ajoutent qu'ils étaient occupés par une histoire de vanne d'arrosage qui fuyait. Une fuite qui menaçait d'inonder la voie ferrée, ce qui leur aurait valu une amende. C'est vraiment l'omerta absolue. Mais nos sources montrent bien que ce silence, c'est pas juste pour protéger la famille. C'est culturel, presque politique. Absolument. On est dans une région où la culture du maquis, de la résistance est encore très forte. La méfiance envers l'uniforme, envers Paris ou Marseille, elle est viscérale. En plus, le clan a des sympathies communistes assumées. Dans le climat de la guerre froide, ça crée un fossé énorme avec la police. Ouais. D'un côté, la paysannerie qui gère ses problèmes elle-même, de l'autre, l'État perçu comme un envahisseur. Et ce face-à-face, il va durer 14 mois. 14 mois de guerre d'usure. Des visites constantes, des interrogatoires à n'en plus finir, l'enquête s'enlise jusqu'au moment où la fissure vient de l'intérieur. Et pas grâce à un indice scientifique, mais à cause d'une confidence. C'est un ami de la famille, Paul Maillet, qui lâche une bombe chez le juge. Il révèle que Gustave lui a avoué un truc effroyable. Le matin de la découverte, la petite fille bougeait encore. C'est à donner la nausée. Elle n'était pas morte, elle gémissait. Et Gustave l'aurait laissée là pour aller discuter avec sa famille avant de donner l'alerte. Et ça permet enfin à la police d'inculper Gustave pour non-assistance à personne en danger. Ce qui donne le levier parfait au commissaire Sebeil. Il enferme Gustave, puis son frère Clovis, et la machine à broyer se met en route. C'est important de rappeler comment ça se passait à l'époque. Pas d'avocat pendant les gardes à vue. Privation de sommeil, pression constante, Sebeil souffle le chaud et le froid, monte les frères l'un contre l'autre. Et en novembre 1953, ils craquent. Gustave et Clovis accusent leur père, Gaston. Il affirme que Gaston est rentré à la ferme cette nuit-là en disant « j'ai tué les Anglais ». Le plus fou, c'est la réaction de Gaston face à ça. Bah oui, il finit par confirmer les faits, mais d'une manière tellement détachée, presque par ennui face à son gardien. Sa défense, c'est de dire qu'il les a pris pour des maraudeurs, qu'il a cru être attaqué. Et alors, la reconstitution, c'est une séquence lunaire. Le vieux patriarche mime la scène avec sa canne à la place du fusil. Il a l'air absent. Et tout d'un coup, arrivé sur le pont, il essaie de se jeter dans la Durance. Ouais, il veut se suicider devant tout le monde. Un gendarme le rattrape de justesse. L'accusation voit ça comme l'acte d'un homme rongé par la culpabilité. Mais quand on analyse d'autres affaires rurales de l'époque, on peut se poser des questions. C'est-à-dire? Qu'il prenait la faute pour protéger ses fils. Exactement. Surtout Gustave, qui était le premier sur les lieux. Et Gaston savait peut-être qu'à son âge, il risquait moins la guillotine. Les fausses confessions sous la pression policière, c'était courant. Les archives mentionnent souvent l'affaire Mise-Etienneau à ce propos. Oui, des ruraux terrorisés qui avouent n'importe quoi pour que ça s'arrête. Ce doute-là, il contamine tout le dossier. Et c'est avec ce dossier bancal qu'on arrive au grand procès en novembre 1954 à Digne. Là, on n'est plus dans une petite cour locale, c'est devenu l'épicentre de la presse mondiale. Avec Jean Giono dans le public, l'écrivain observe tout, non pas comme un juriste, mais comme un peintre de l'âme humaine. Ses chroniques sont incroyables. Giono décrit Gaston comme ayant, je cite, une figure sculptée dans un bois dur, pleine d'une noblesse paysanne. Et Giono capte direct le problème. Ce vieux paysan au geste lent ne ressemble pas du tout au monstre sanguinaire que le procureur essaie de vendre. La cour veut un ogre, mais elle n'a qu'un vieux travailleur de la terre. Surtout qu'à la barre, Gaston se métamorphose totalement. Le vieillard épuisé a disparu, il redevient le chef de clan féroce. Il renie tous ses aveux, il crie que c'est Sebeil qui l'a manipulé. Il terrorise presque ses propres fils du regard. Et quand le juge le pousse dans ses retranchements sur ses aveux signés, Gaston balance cette phrase mythique. « Ce que j'ai dit, je l'ai dit, je ne l'ai pas fait ».
Ça résume parfaitement le naufrage du procès. Le juge déteste ça, il se moque de l'accusé, il expédie les débats. Faut dire qu'il y avait une pression diplomatique énorme de la part des Britanniques. Il fallait un coupable. Le verdict est implacable. Condamnation à mort par la guillotine. Mais là, retournement de situation, l'opinion publique s'indigne. On se rend compte qu'on vient d'assister à un procès complètement truqué. Ce qui déclenche une contre-enquête officielle menée par le commissaire Chenevier. Et Chenevier, il détruit méthodiquement le travail de Sébeil. Totalement. Il prouve que les témoignages ont été orientés, que la position de tir de Gaston était balistiquement impossible. Il ne trouve pas le vrai coupable, mais il prouve au moins que le grand-père ne pouvait pas agir seul. Ça suffit pour que le président René Coty commue la peine en prison à perpétuité en 1957. Et l'épilogue, c'est De Gaulle en 1960. Il le gracie carrément. Ce qui a joué un rôle énorme, c'est la télé. L'émission 5 colonnes à la une. Voilà. Il filme Gaston en prison. Les Français s'attendent à voir un monstre et ils voient un vieillard de 83 ans, sénile, tremblant. L'État cède face à l'image. Gaston rentre chez lui et meurt 5 ans plus tard. Mais l'affaire, elle, n'est toujours pas résolue. Et quand la justice laisse un vide pareil, le mythe s'installe. Surtout qu'il y a des détails qui clochent gravement. L'appareil photo de Drummond, qui n'a jamais été retrouvé. L'arme du crime, censée avoir été emportée par le courant, qu'on retrouve par miracle dans la rivière des jours plus tard. Et toujours ce choix initial incompréhensible de dormir sur le bas-côté. Et c'est là qu'on bascule dans la théorie de l'espionnage, grâce au journaliste William Raymond en 1997. On sort du drame rural pour entrer dans un vrai thriller de la guerre froide. Ouais, Raymond découvre que Sir Jack Drummond n'était pas juste un nutritionniste de pacotille. Pendant la guerre, il avait de vraies responsabilités stratégiques au gouvernement anglais. Et il connaissait déjà la région de l'URSS. Ce n'était pas un hasard s'il était là. Et le détail qui tue, c'est l'usine de Saint-Aubin. À quelques kilomètres de la scène de crime, une usine René Poulenc qui fabriquait des insecticides très pointus. Des précurseurs directs de gaz neurotoxiques, comme le gaz sarin. Une technologie sous haute surveillance par l'Est et l'Ouest. La théorie de Raymond, soutenue par certains médias anglais, c'est que ce campement n'était pas touristique. C'était un point de rendez-vous clandestin avec un contact de l'usine qui a mal tourné. Un guet-apens. Un commando du bloc de l'Est aurait liquidé la famille et utilisé une vieille arme locale pour faire croire à un crime de paysans. Et l'État français, paniqué à l'idée d'un scandale international d'espionnage, aurait choisi la fameuse raison d'État pour étouffer l'affaire. D'un point de vue analytique, cette thèse est hyper séduisante. Elle rationalise tout le dossier. Ouais, elle explique pourquoi il n'y a pas eu de vol, pourquoi l'appareil photo a disparu et comment Drummond a pu être abattu en pleine course de manière aussi précise. Mais il y a un mais. Ah oui, j'ai beaucoup de mal à y croire totalement. D'un côté, on a des espions d'élite et de l'autre, ils font le coup avec un fusil rafistolé avec du ruban adhésif qu'ils laissent sur place. C'est le paradoxe de ces théories. Ouais, et il laisse un carnet avec Summer Holiday en évidence. Est-ce qu'on n'a pas juste envie de se rassurer avec une histoire de barbouze ? C'est intellectuellement réconfortant de se dire qu'une tragédie pareille a un motif grandiose, géopolitique. Alors que la vérité, l'idée d'un vieil homme qui perd la tête une nuit d'été et massacre une famille pour rien, ça c'est la banalité terrifiante du mal. C'est tout le problème des enquêtes bâclées au départ. En détruisant la scène de crime, ils ont permis à toutes les fictions d'exister. On a brassé les rapports, la poésie de Giono, les théories chimiques, et au final, le noyau dur nous échappe encore. C'est vertigineux. Totalement. On part d'une petite route de Provence, on finit à l'Élysée avec De Gaulle, et on parle de gaz sarin. Mais il y a une dernière pensée que je trouve vraiment glaçante pour conclure cette plongée. Laquelle ? On parle toujours des erreurs de la police ou des théories du complot, mais si on s'imagine que la vraie leçon de cette affaire, c'est l'impuissance totale de l'État. Face à la famille, tu veux dire ? Exactement, pense à ça. Un des États les plus puissants, avec ses meilleurs flics, la pression internationale, tout ça s'est fracassé contre un simple mur de silence paysan. Une famille unie par le sang et la rancœur a tenu tête à toute la machine judiciaire. Au point d'emporter leurs secrets dans la tombe. La vérité a juste été enfouie sous les oliviers de la Grande Terre par ceux qui ont survécu. C'est une pensée fascinante pour quiconque écoute cette histoire aujourd'hui. La justice des hommes a parlé, ouais. Mais au final, c'est le silence qui a gagné.